Il est temps de démêler le vrai du faux sur Elon Musk. Est-il le vice-président de Donald Trump ? On l'a vu partout. Au golf un petit dimanche matin, un décollage de fusée et bientôt peut-être au repas bientôt en date à la Maison Blanche, en tout cas, voilà, ça a l'air bien parti. Ouais, alors un petit disclaimer important avant de commencer cette chronique, parce que je sais que Elon Musk est un sujet un peu polémique et que facilement ça s'énerve entre les gens qui l'adorent et les gens qui le détestent. Donc, je veux juste dire que on n'est pas là, ou je suis pas là actuellement pour vous dire que Elon Musk est un con ou que Elon Musk est une personne géniale. On est juste là pour analyser ce qui est en train de se passer dans les coulisses de la Maison Blanche. Donc c'est basé sur énormément d'articles aux États-Unis, c'est basé sur les tweets du président élu Trump, tout ce qui a pu se passer. Donc j'aimerais un peu qu'on revienne là-dessus, parce que on est en train d'assister à l'émergence d'un super citoyen Trump, d'un super citoyen Musk. C'est d'ailleurs la une du Time Magazine qui sortira la semaine prochaine. Elon Musk a réussi à se propulser au cœur du pouvoir. Et il n'y a pas grand monde qui avait vu venir ça. Alors certes, Elon Musk est politisé. On le sait, ça fait quelques années maintenant que Elon Musk donne son avis sur des choses, se prononce politiquement, parfois évidemment très extrémiste sur des propos, ce qui lui vaut quelques ennemis. Mais Elon Musk, jusqu'à maintenant, ne soutenait pas directement de personne. Ouais. C'est-à-dire qu'il a pu dire à un moment qu'il votait toujours en alternance, c'est-à-dire que quand c'était des démocrates, il votait républicain, puis quand c'était républicain, il votait démocrate. Et depuis 2-3 ans, on l'a vu vraiment partir à droite. On l'a vu d'abord soutenir le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qu'il voulait choisir pour battre Donald Trump. Il était contre Donald Trump. Et sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, au moment où il y a eu la tentative d'assassinat contre Donald Trump, Elon Musk a raillé Donald Trump et a décidé d'être le plus grand soutien que Donald Trump pouvait avoir. C'est-à-dire qu'il a éclaté le maximum d'argent qu'un individu peut donner à un candidat. Il a lancé un super PAC. Donc les PAC, c'est ce qui permet, c'est des organismes, les comités de soutien d'un candidat. C'est comme ça que fonctionne la politique américaine. On crée des comités, on met de l'argent dans ces comités et ces comités payent des pubs, payent des meetings, ce genre de choses. Donc Elon Musk a créé son comité pour aider Donald Trump. Et c'est là où c'était assez inattendu, parce que je pense que même Donald Trump ne l'avait pas prévu. Elon Musk a décidé de devenir un acteur de sa campagne. Il s'est ramené à absolument tous les meetings pendant le dernier mois. Comme un grand fan, comme un grand fan, il ne l'a pas lâché une semaine. On a vu il y a quelques instants les images d'Elon Musk sur scène en train de sauter, bras en l'air, avec Donald Trump qui a l'air limite un peu gêné, dubitatif et gêné sur qu'est-ce qui est en train de se passer. Et c'est d'autant plus étonnant qu'il y a quelques mois, Donald Trump toutait que Elon Musk aurait pu se mettre à genoux devant lui, que c'était juste une personne qui avait tout réussi grâce à l'État et qui croit qu'il est intelligent alors qu'en fait c'est un idiot. Enfin, il y a vraiment toujours une rivalité entre les deux. Et là, du jour au lendemain, on a Elon Musk qui est partout avec Donald Trump. Mais alors, ça peut sortir d'où cette alliance, à part l'empathie qu'il a pu avoir au moment de la tentative d'assassinat ? Il y a plusieurs pistes. Évidemment, Elon Musk a l'air d'être quelqu'un attiré par le pouvoir. On le voit fréquenter des chefs d'État. On le voit soutenir des chefs d'État. Il aime le pouvoir. Il aime donner son avis sur tout. Il aime pouvoir faire changer les choses. Et il est aussi motivé par des intérêts personnels. En fait, ce qui a l'air d'être un petit peu certain sur ces dernières semaines, c'est qu'Elon Musk a vu Donald Trump comme un pari. Il s'est dit qu'en misant sur Donald Trump maintenant, en allant à contre-courant de la Silicon Valley, qui est plutôt démocrate, qui est plutôt ancrée sur des valeurs sociétales, Elon Musk s'est dit que si Donald Trump gagnait, il allait avoir les pleins pouvoirs. Ouais. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'aujourd'hui, on va se diriger, on va en parler dans quelques instants, on va dire les gros plans de Donald Trump sur la tech, et vous allez voir, si vous aimez la tech, que ça fait pas forcément peur. Au contraire, la tech a peut-être gagné avec Donald Trump. Mais Elon Musk, en ralliant Donald Trump, s'est dit que les contrats entre la NASA et SpaceX, les contrats pour déployer Starlink et Internet, Tesla qui a de plus en plus de concurrence, donc comment on peut taxer les Chinois, tout ça, finalement, en étant au cœur du pouvoir, il allait contrôler ce pouvoir-là. Et si on regarde un petit peu l'entourage de Donald Trump depuis la campagne, il y a des gens qui sont dans l'ombre, comme Peter Thiel, qui est un des fondateurs de PayPal. Peter Thiel, c'est un ami d'Elon Musk, il a fondé PayPal avec lui, qui sont allés tellement loin qu'ils ont servi à la nomination du vice-président. C'est-à-dire que J.D. Vance, qui est le vice-président de Donald Trump, le vice-président élu, est une personne qui a longtemps été le conseiller de Peter Thiel et que Peter Thiel a recommandé à Donald Trump. Donc on voit en fait que petit à petit, on a cette Silicon Valley de droite, c'est-à-dire que c'est des gens qui se revendiquent conservateurs, pro-républicains, anti-wokistes, c'est aussi le mot à la mode, qui ont réussi
à petit s'immiscer au cœur du pouvoir. Et qui, aujourd'hui, sont avec Donald Trump, l'accompagnent partout, à tel point que la petite fille de Donald Trump a dit que Elon était devenu comme un oncle. Maintenant, il a eu le rang de famille. J'ai une photo, je crois qu'on va pouvoir vous la montrer en régie. Alors ça, c'est la photo, donc la petite fille de Donald Trump, qui dit que Elon a atteint le niveau oncle. Alors là, petite anecdote, on est dans la résidence de Mar-a-Lago, qui est un peu la seconde Maison Blanche de Donald Trump. Dites-vous qu'un président américain a plein de résidences secondaires, mais que Donald Trump, pendant son mandat, il n'est pas allé une seule fois dans la résidence secondaire, il allait chez lui, à Mar-a-Lago, et c'est là qu'il recevait les chefs d'État. Donc il y avait deux Maisons Blanches. Donc Elon Musk maintenant passait week-end à Mar-a-Lago avec la famille Trump. Et il y a une deuxième image que normalement j'ai dû donner en régie, où on voit toute la famille Trump avec Elon Musk à droite et son fils. On a pu voir les vidéos making of, parce que la petite fille de Trump fait des vlogs sur YouTube. On est dans un monde vraiment... le même, on est dans South Park maintenant. Comment elle s'appelle Elle s'appelle Kai Trump, elle a 17 ans et elle fait des vlogs. C'est vraiment la vie d'une jeune, la petite fille de Donald Trump. Et on voit les coulisses de cette vidéo où à la base Donald Trump est avec sa famille. Elon le regarde avec admiration et il lui dit « Elon, viens sur la photo avec ton fils, ton magnifique fils, venez avec moi ». Donc voilà, Elon Musk se retrouve propulsé au rang de la famille Trump et maintenant la question c'est qu'est-ce qui va se passer avec lui au pouvoir. Et j'ai écouté ta présentation et j'étais en train de me dire que même du côté, tu parlais de la Silicon Valley qui est plutôt démocrate effectivement, mais en fait c'est la première fois, à mon sens, qu'un chef de la tech, un géant de la tech, un patron de la tech se retrouve aussi proche du pouvoir. Il n'y a jamais eu, par exemple, le patron de Google ou le patron Bill Gates, voilà, ils n'ont jamais été parce qu'il y a des potes d'Obama à ce point-là, quoi. Absolument, il y a des conflits d'intérêts. De toute façon, Elon Musk aujourd'hui, il était déjà avant, il est certainement le citoyen le plus puissant du monde. Ce n'est pas un élu, Elon Musk, c'est pas quelqu'un qui représente un gouvernement, mais il est puissant. C'est lui qui peut décider du sort de guerre parce que il fournit Internet à l'armée ukrainienne. C'est lui qui va se rendre en Israël après les attentats pour constater ce qui s'est passé et pour débunker les théories du complot sur les réseaux sociaux. C'est lui qui envoie des fusées, qui peut s'occuper de la station spatiale internationale. Enfin, c'est un être humain très puissant qui veut l'être encore plus, et on aurait pu croire, et je pense que Donald Trump pensait ça aussi initialement, qu'Elon Musk ne serait qu'un soutien et qu'après il allait lui demander des faveurs comme tous les autres soutiens. Mais non, Elon Musk veut sa part du pouvoir, veut sa responsabilité au gouvernement et semble bien parti pour avoir ce qu'il a cherché. Alors est-ce que cette amitié soudaine, cette parentalité soudaine, tous ces trucs-là, tu penses que c'est un lien qui va tenir dans le temps ou ça va s'ébouriffer rapidement, ça sera fini dans 2 mois? Je suis sceptique, connaissant bien les deux hommes, alors pas personnellement. Je suis allé à un meeting de Donald Trump en 2016, donc j'ai vu Donald Trump. Faut savoir que Nicolas, quand même, au-delà de la tech, t'as quand même une expertise assez folle sur la politique américaine, donc c'est pour ça que t'as été américaine. Voilà, ça c'est bon, ça va vous dire peut-être que ça n'intéresse personne, mais avant d'être journaliste dans les nouvelles technologies, quand j'étais étudiant en journalisme, mon sujet de prédilection c'était la politique américaine. Voilà, donc tu t'y connais très bien. C'est un sujet que j'aime beaucoup, que je pense bien connaître. Et donc, connaissant bien les deux hommes, on a deux tempéraments très forts, et Donald Trump s'est à peu près caché avec 90% de son gouvernement sur son premier mandat, et il a viré tout le monde. Ce qui a l'air de se dire pour l'instant, c'est que d'un côté, la complicité fonctionne bien, dans le sens où il a invité Elon Musk a invité Donald Trump à un décollage de fusée, et ils ont tous pris l'avion ensemble pour aller voir la fusée. Tout se passe bien, il y a eu l'air d'avoir une bonne entente. Donald Trump invite Elon Musk aux appels officiel, c'est-à-dire que quand il y a eu l'appel avec Zelensky, Elon Musk était dans la salle. Quand il y a eu l'appel avec les responsables iraniens, Elon Musk était dans la salle. C'est-à-dire qu'Elon Musk est vraiment, beaucoup le comparent à un nouveau vice-président. On ne voit pas d'ailleurs le vice-président. Le vice-président élu a disparu des radars. Par contre, Elon Musk est toujours collé à Donald Trump. Mais en même temps, ce qu'on apprend de plus en plus, c'est que les soutiens de Donald Trump, notamment les ténors du Parti républicain, donc les personnes qui sont des vrais politiques historiques, commencent à en avoir marre de voir la tête de l'homme le plus riche du monde qui se ramène à tous les meetings et qui donne son avis sur absolument tout. Donc ça va clasher à un moment. La question c'est est-ce que ça va clasher violemment et Elon Musk va devenir un opposant à Donald Trump, ou est-ce qu'il va juste y avoir des distances un petit peu plus normales. Moi je me demande même si le rôle parce que c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais vous avez certainement entendu parler de ça, Donald Trump a confié une mission gouvernementale à Elon Musk. Alors beaucoup de personnes disent qu'il est ministre. C'est pas vrai. Il n'est pas ministre parce que s'il était ministre, il devrait passer devant le Sénat, il devrait travailler. Et alors même pas. Il va faire des choses, mais un ministre doit être approuvé aux États-Unis. C'est pas comme en France où un ministre est nommé par le gouvernement et il est ministre et il peut pas tomber. Là, chaque ministre peut avoir des auditions et le Sénat doit valider. Et le Sénat a beau être républicain, il va pas valider tout le monde.
Oui, il y a des gens qui vont pas passer. Il y a quelques profils, notamment à la justice nommés par Donald Trump, qui vont certainement pas passer. Et Elon Musk ne serait pas passé parce que c'est un citoyen qui a trop d'intérêts privés, qui a trop de liens avec des pays étrangers, et donc il ne peut pas être validé. Donc il est nommé indirectement en tant que conseiller de la Maison Blanche, et son ministère, qui n'en est pas un, va devoir s'occuper de virer des gens. C'est-à-dire que la mission que Elon Musk a récupérée, Elon Musk pense que l'État américain dépense trop dans les pouvoirs publics, il y a trop d'employés qui servent à rien. Donc du coup, il veut que les gens travaillent 6 jours par semaine, que les gens acceptent d'être moins payés, qu'ils fassent beaucoup plus d'horaires, et ceux qui sont pas d'accord, ils dégagent parce que les États-Unis n'ont pas besoin d'eux. Donc Elon Musk finalement a réussi à avoir un rôle. La question maintenant, c'est est-ce qu'il peut réussir à influencer Donald Trump sur les grosses décisions tech et sur le reste? Ce qu'on n'a pas dit, je pense que c'est important peut-être de le repréciser dans le portrait d'Elon Musk et de cette implication qu'il a, c'est qu'il peut pas, sous la forme de la Constitution américaine actuelle, il ne peut pas être candidat et donc être élu président des États-Unis. Donc c'est impossible pour lui de se présenter. On pourrait se demander pourquoi il passe par Trump, pourquoi il ne s'est pas présenté lui-même pour être surtout président, avec un ego pareil. Voilà. Donc il peut pas être élu. Donc sur la meilleure moyen dans l'état actuel de la loi aux États-Unis, parce qu'elle peut changer à l'avenir, on verra. Ce qui lancera des prochaines élections, s'il y a des prochaines élections, etc. S'il y a des prochaines élections. Voilà. Mais s'il y a des prochaines élections, etc., pour l'instant, il peut pas se présenter. Mais donc, la meilleure façon pour lui d'accéder aux portes du pouvoir, finalement, c'est du coup d'être le bras droit ou le plus proche possible du président élu. Exactement. Elon Musk n'est pas présidentiable, donc du coup, pour accéder au pouvoir, il a besoin de quelqu'un, et qui de mieux que Donald Trump, qui est une personnalité qui est sulfureux et qui surtout... contrairement à ce que les gens pensent, Donald Trump n'est pas quelqu'un, alors j'engage que mon avis en disant ça, n'est pas quelqu'un avec une opinion politique stricte et fermée. C'est quelqu'un qui est avant tout là... Opportuniste. Qui est opportuniste, qui est là pour l'image, qui est là pour secouer des choses. Mais finalement, si quelqu'un lui dit quelque chose, je vais en parler dans quelques instants quand on parlera des grandes mesures tech, Donald Trump, il suffit d'aller dans son sens pour avoir son soutien. Et quand on a son soutien, les choses fonctionnent bien. Et Elon Musk se dit finalement qu'avec une personne comme Donald Trump, 1, il peut faire changer les choses, et 2, il va avoir beaucoup plus de pouvoir qu'avec une personnalité plus conforme au monde politique traditionnel qui ne lui aurait pas fait confiance. Les règles du jeu de Donald Trump, c'est juste l'humeur de Donald Trump du moment. Absolument. Donc il y a pas, la confiance. Pour le coup, c'est là où il est pas dans l'establishment. Il a beaucoup de défauts, Donald Trump, mais il est loyal envers les personnes qui lui ont fait confiance. Donc si. Il pas jusque là, mais 10%. Oui, mais justement, il y en a beaucoup. Les gens qui l'ont clashé, il peut jeter sous le bus à tout moment. Si quelqu'un accepte de se ranger derrière lui, de dire à tout le monde qu'il est le meilleur, il est loyal. Il va pas décider de se débarrasser de quelqu'un parce qu'il peut plus le voir. Il va le garder à partir du moment où cette personne lui sert. Et Elon Musk, je pense, a compris ça. Et ça fait de lui quelqu'un qui a encore plus de pouvoir qu'il n'en avait il y a un mois. Il était déjà l'homme le plus puissant du monde. Est-ce que réellement, avec sa nouvelle fonction, il a vraiment du pouvoir ? Oui et non. Évidemment, il n'est pas élu, il n'a pas de pouvoir exécutif, donc il n'a pas de pouvoir direct. C'est pas lui qui va décider d'une loi. Maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il place des gens. Il a placé plusieurs collaborateurs proches de SpaceX dans l'administration de Donald Trump, ce qui veut dire qu'il y aura des gens favorables à Elon Musk qui vont prendre des décisions à la Maison Blanche. C'est fou quand même quand tu te dis c'est pour des sociétés privées, quoi. Non, mais imaginez sincèrement que Bernard Arnault, l'exemple le plus proche, Xavier Niel est souvent comparé à Elon Musk en France. Voilà. Imaginez avec la folie en moins quand même. Avec la folie en moins, beaucoup plus de respect pour Xavier Niel. Perso que pour mais un Xavier, imaginez Emmanuel Macron élu avec Xavier Niel qui participe aux appels avec Vladimir Poutine ou avec le président américain, et Xavier Niel qui est chargé de réformer l'État. Ça n'aurait pas de sens, tout en continuant à diriger Free et qui pourrait décider d'équiper en Freebox tout l'Élysée. C'est le conflit d'intérêts est fou. Maintenant, dans une Amérique de Trump, on l'a vu dans son premier mandat, ce qui semble fou est possible. Tout est absolument possible. Donc, le duo Musk-Trump, s'il fonctionne, a du sens et peut réussir à faire des choses pendant plusieurs années. Mais il peut aussi complètement s'éclater et les deux peuvent se disputer et se détester assez vite. Alors, t'avais dit que contrairement à ce qu'on pensait, que Donald Trump, final, c'était peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour la tech. Oui. En quoi c'est une bonne nouvelle pour la tech, potentiellement ? C'est une bonne nouvelle pour la tech parce que les démocrates, depuis quelques années, sont les candidats de la régulation. Ils en ont marre de ces grandes entreprises devenues trop puissantes, qui ne rendent de compte à personne, et ils veulent justement s'interroger sur leur fonctionnement et ils veulent changer les choses. Donald Trump, c'est le candidat du faites ce que vous voulez, ça m'intéresse pas. Et c'est là où il y a une grosse différence.
Donald Trump l'a dit que son élection voulait dire que les régulations étaient terminées. C'est-à-dire que Joe Biden, par exemple... Sauf pour Huawei. Oui, mais ça, c'est différent, parce qu'on ne parle pas de réguler les entreprises américaines, on parle des entreprises étrangères. Sauf que la tech, globalement, c'est la Silicon Valley qui est le moteur central de beaucoup de choses, y compris pour les marques asiatiques qui ont souvent des sièges dans la Silicon Valley. Aujourd'hui, le truc qui fait le plus parler, c'est l'intelligence artificielle. Joe Biden avait lancé une loi de régulation sur l'intelligence artificielle pour mettre des pratiques éthiques, pour dire que l'IA ne devait pas servir à faire du mal. Donald Trump a déjà dit, moi j'arrive, ça je signe un truc, on annule, je veux que nos géants de l'IA américains puissent faire tout ce qu'ils veulent pour écraser les Chinois et être les meilleurs. Donc pour les boîtes américaines, c'est tellement de soucis en moins. On prend l'exemple du DMA avec l'Union européenne. On n'est pas à l'abri d'un Donald Trump qui reçoit des plaintes d'Apple qui dit on en a marre, ils veulent nous forcer à ouvrir l'iPhone. Donald Trump appelle l'Union européenne, dit c'est simple, vous annulez votre truc ou sinon je vous mets 30% de taxes sur l'automobile. Et c'est toujours, j'ai l'impression, c'est tout le temps comme ça. C'est toujours comme ça. Il y a une news qui a fait beaucoup parler d'elle récemment, c'est le département de la justice américaine qui a demandé aux juges et à la justice américaine de trancher pour que Google soit forcé de revendre Chrome ou d'autres parties telles Android, etc. Donc ça, c'est le département de la justice du gouvernement actuel. Or, justement, le gouvernement, il est sur le point de changer. Donc, en fait, cette question-là qui a fait la une des journaux, on n'est pas sûr du tout que ça aboutisse à quelque chose. Parce que, en fait, dans quelques mois, il y a un tout nouveau département de la justice qui sera probablement, du coup, justement, beaucoup plus pro-entreprise américaine. Et à mon avis, la question du démantèlement de Google, elle est beaucoup moins intéressante. C'est ça, tout en prenant en compte qu'aujourd'hui, Donald Trump n'aime pas Google. Voilà. Il considère que Google fait de la propagande démocrate et que Google, en gros, quand on lui pose la question est-ce qu'il faut démanteler Google, et c'est vraiment, il a donné une interview à Bloomberg, on lui demande est-ce qu'il faut démanteler Google, et sa réponse c'est quand on tape mon nom dans Google, il y a pas mal d'articles méchants, donc je les aime pas trop. Mais du coup, je les ai eus, j'aimerais qu'on change. Donc aujourd'hui, il est plutôt contre Google. Par contre, si demain, sauf s'ils font de la propagande pour si eux. demain Google vient le voir, que Google dit que voilà, ils veulent être sauvés et qu'ils le flattent comme il le faut, ça fonctionnera. Un exemple concret. C'est fou, mais c'est fou. Il y a quelques années, je sais pas si vous vous souvenez. Ça me rend dingue. Non, mais bien sûr, mais c'est l'art du business. C'est le fonctionnement de Donald Trump. Je dis pas que c'est bien, j'ai juste que c'est le culte de la personnalité. C'était déjà comme ça il y a 4 ans. Durant le premier mandat, Donald Trump avait ajouté des taxes sur l'importation des produits qui venaient de Chine. Donc, notamment, les Apple Watch étaient concernés. Donc, les Apple Watch qui arrivaient aux États-Unis devaient être taxés. Et à cette époque-là, Donald Trump avait laissé entendre, si Apple est pas content, ils ont qu'à produire leur montre aux États-Unis et qu'ils m'embêtent pas. Quelques heures après, Tim Cook s'était déplacé à Washington pour dîner avec Donald Trump. Tim Cook a beaucoup eu cet art pendant le premier mandat de Trump de flatter Donald Trump. Et à la fin, Tim Apple. Tim Apple, oui, parce qu'il s'est trompé sur son nom. À la fin de cette entrevue, Donald Trump avait fait un tweet en disant que Tim Cook était vraiment un mec super bien, qui comprenait vraiment l'économie américaine, et que Tim Cook lui avait expliqué que s'il faisait ça, ça allait favoriser Samsung, donc il levait le gel sur les produits Apple. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un peu triste, mais si on négocie, si on lui donne des choses qui lui vont, si on lui dit qu'on le soutient, il fera l'effort pour aider. En tout cas, si on est une entreprise américaine. Si on est une entreprise européenne ou asiatique, ça va être plus compliqué parce que là, ça va bien taxer, ça va bien nous attaquer. Et Elon Musk, en tant que conseiller, a grand intérêt à tout faire pour étouffer les concurrents de Tesla. L'automobile chinois étant plein essor, eh bien, il suffit de leur couper l'accès à plein de choses et on va voir que Tesla va reprendre une petite avance à bien des niveaux. L'Union européenne n'est pas le meilleur ami non plus d'Elon Musk en ce moment. Il aime pas l'Union européenne, qui accuse d'avoir régulé plein de choses, qu'il accuse d'être un trop vieux continent sur plein de choses. Eh bien, c'est sûr que la présence d'Elon Musk n'est pas rassurante pour l'Union européenne sur plein des niveaux parce qu'il peut le conseiller. Donc il y a plein de trucs sur le programme de la tech. C'est compliqué ce que dit Donald Trump parce que d'un côté il dit qu'il est contre les voitures électriques parce que rien ne vaut un moteur thermique, mais de l'autre, comme Elon Musk est son ami, il dit que finalement il aime bien les voitures électriques, il est pas contre. Par contre, il ne veut pas inciter les gens à en acheter. Donc, c'est bizarre parce qu'on se demande ce qu'a gagné Elon Musk sur ces sujets-là, d'aller vers un candidat anti-voiture électrique, d'aller vers un candidat anti-climat, alors que lui, avec Tesla, pousse quand même un modèle de voiture qui sont zéro carbone, etc. Donc, il y a pas mal de mystères. Le plus gros mystère pour moi, c'est les crypto-monnaies. Donald Trump a été soutenu en grande partie donc par la clique, Peter Thiel, par aussi je crois c'est Palmer Luckey, le patron de Oculus. Le fondateur d'Oculus, quand même une personnalité très clivante, vendeur d'armes, qui a des villas avec des souterrains où il tire au fusil. C'est vraiment, c'est les personnalités
personnalités les plus folles de la tech, Elon Musk a réussi à faire inviter Palmer Luckey à Mar-a-Lago pour qu'il lui présente Trump pour discuter de ce que lui pourrait faire pour le gouvernement. Donc en fait, ils sont tous en train de se placer, ces gens-là, de la Silicon Valley, dans une administration Trump qui est ouverte à n'importe qui est favorable à Donald Trump. Donc du coup, ils vont pouvoir faire changer les choses. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que Donald Trump va faire avec les crypto-monnaies. Il dit depuis le début qu'il est le candidat des crypto-monnaies, qu'il est pour qu'il y ait un bitcoin numérique, qu'il y ait un dollar numérique, depuis qu'il est là, le bitcoin s'approche des 100 000 $, mais on ne sait pas pourquoi, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire exactement avec les crypto-monnaies. Oui, c'est vrai que ça s'envole, mais on sent trop d'annonces. On ne sait pas trop exactement ce qui se passe, mais pour la tech aujourd'hui, ils ont un candidat qui est contre la régulation, qui va protéger les entreprises américaines, qui va attaquer les concurrents chinois et qui va faire le nécessaire pour les protéger, qui va finalement favoriser l'essor de géants de la tech et qui ne va pas embêter. La question, c'est quel rôle aura Elon Musk ? Parce qu'on peut imaginer que Donald Trump n'est pas un spécialiste des GAFAM, mais que Elon Musk, lui, a pas mal de vengeance personnelle en tête, qu'il pourra attaquer des entreprises qui ont dit du mal sur lui pour favoriser ses propres entreprises, et à quel point Donald Trump est indépendant là-dessus. Il a l'air indépendant, mais il pourrait aussi être influencé par Musk. C'est intéressant parce que cette histoire, elle est pleine de contradictions quand même. Tu disais que globalement, la Silicon Valley était plutôt démocrate de base, parce qu'avec des valeurs... Elle l'est majoritairement. Hein. Voilà. Comme la Californie. Mais tu dis quand même qu'ils ont un vrai enjeu de séduire Trump, qui est tout sauf démocrate, mais surtout, je pense aux valeurs des entreprises de Silicon Valley qui sont très inclusives, etc. Où Trump, il fait le travail inverse, strict. Comment c'est possible qu'un Tim Cook, qui a la tête d'Apple, qui est une société qui prône toutes ces valeurs-là, arrive à converser avec Trump, et en fait au final tous doivent entre guillemets cacher un petit peu leurs valeurs de base ou les tronquer légèrement aux yeux de Trump. Comment tu fais comment ça se passe, c'est un équilibre délicat, parce qu'auprès du grand public tu ne peux pas t'afficher auprès de Trump en te faisant passer pour son ami, et auprès de tes employés aussi, parce que c'est pas juste les entreprises qui sont démocrates. On va aller à l'Apple Park ou aller au campus Google, je peux vous dire que ça vote majoritairement démocrate. Donc il faut trouver l'équilibre pour faire comprendre que c'est les intérêts de l'entreprise qui prévalent avant le reste, mais que malgré tout, Apple, Google, les géants de la tech vont continuer à donner à des associations, vont continuer à aider justement pour ne pas réprimander ceux que Trump va attaquer. Avec un petit rappel important, les États-Unis ne sont pas qu'un seul pays, mais 50 pays, et la Californie est globalement indépendante à bien des niveaux. Et j'ai souvent discuté avec des Californiens qui me disaient que peu importe que ce soit Trump ou Harris, c'est la même chose pour eux, il n'y aura aucun changement parce que la loi californienne les protège. Donc, l'impact, ce qui est aussi un problème, c'est un point de vue qui peut être problématique vis-à-vis de tes compatriotes. Tout à fait. Mais ça, mais l'égoïsme à l'américain, où on ne raisonne pas en tant que société, mais on raisonne en qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Donc, c'est déjà étonnant, en fait, quand on voit un programme de Trump et un programme démocrate, que les grandes entreprises américaines continuent de financer majoritairement le clan démocrate qui finalement va les desservir. C'est la preuve qu'il y a quand même des vrais intérêts sociétaux qui les engagent là-dessus. Maintenant, voilà, Trump est passé et on l'a vu dans les réactions. Il y a eu pas mal de commentaires de journalistes américains là-dessus. En 2016, quand Trump passe, que ce soit chez Apple, Google, Microsoft, ça envoie des mails longs de 5 pages aux employés pour les rassurer sur le fait qu'on défendra les opprimés, on défendra les immigrés, que voilà, il n'y a pas de souci. En 2024, quand Donald Trump est élu, il n'y a pas un seul mail pour assurer qui que ce soit, et il y a des tweets de tous les patrons de la tech qui félicitent le président Trump et qui disent qu'ils ont hâte de travailler avec lui. Donc le monde a changé, Donald Trump est maintenant accepté dans ce monde-là, et je pense que les géants de la tech se sont dit que c'était pas très bien par rapport à leur image, mais que d'un point de vue économie et d'un point de vue valeur de l'action, c'était une bonne chose que Donald Trump soit élu. Pour finir, comment tu penses que Elon Musk va réussir à atteindre sa mission, sachant que quand même c'est un homme qui est censé être occupé, il est à la tête de quand même pas mal d'entreprises qui sont des énormes business, et là en plus de tout ça, je compte déjà Tesla et SpaceX sans citer les autres, et qui sont quand même deux géants. Et en plus de ça, on le met au gouvernement à faire une mission d'optimisation des administrations. Et s'il ne faisait que ça dans sa vie. Comment faire ça en fait, comment c'est possible humainement? Cet homme est un mystère, parce qu'on voit dans les courbes de ses tweets qu'il tweet même la nuit, et que depuis le rachat de Twitter, il y a quasiment que 3 heures par jour il ne tweete pas. Donc
Quand est-ce qu'il dort, on sait pas. Et surtout que là, par exemple, depuis un mois, il est quasiment jamais au Texas ou en Californie où les sièges de ces entreprises sont. Il est toujours dans les États clés ou en Floride avec Donald Trump. Donc du coup, maintenant, il est avec eux, mais en même temps, il trouve le moyen de lancer des fusées. Il fait des communications sur Tesla. Il s'entretient avec des dirigeants étrangers en tant que représentant du président élu Trump. Donc c'est particulier. C'est difficile de savoir comment il va gérer ça. Après, bon, déjà, il est pas seul sur cette mission-là de gouvernement efficiency. Et il y a une phrase qui est passée, alors j'ai peur de mal prononcer son nom, donc je vais bien le dire. Il y a une phrase qui est passée inaperçue il y a quelques mois de Vivek Ramaswamy, qui est un ancien adversaire de Donald Trump à la primaire et qui a été nommé avec Elon Musk pour cette efficacité gouvernementale, qui avait dit que le premier jour à leur arrivée, il demanderait à tous les employés américains de sortir leur équivalent de carte vitale, de dire leur numéro de carte sociale, et ceux qui ont un numéro pair, ils sont virés. Deuxième jour, ils vont leur demander à ceux qui restent de dire ce qui est... Enfin, en gros, le boulot là d'Elon Musk est pas compliqué. Hein. Il va regarder ce qui coûte de l'argent et il va le dégager. Par exemple, a priori, un des projets est de dire que le ministère de l'Éducation sert à rien parce que chaque État fait ce qu'il veut. Du coup, ils vont regarder combien coûte le ministère de l'Éducation, combien coûte chaque employé et ils vont le virer. C'est pas plus compliqué que ça. Et ça fait plusieurs fois que je dis c'est pas plus compliqué que ça. En vrai, si, c'est compliqué et c'est un peu triste de fonctionner comme ça politiquement. Oui. Mais c'est juste la réalité dans laquelle on est. Oui, en fait, le boulot d'Elon Musk n'est pas un boulot où il va devoir remplir des tableurs pendant des heures et des heures à réfléchir et à proposer des choses. Il va globalement virer des gens pour faire des économies à l'État. C'est plus compliqué que ça quand tu décides de suivre l'esprit de la loi et le bon fonctionnement des institutions logiques dans un état de droit quand t'en as rien à faire, c'est plus simple. Oui. Bah, quand t'as Donald Trump derrière qui te dit fais ce que tu veux, je m'en fous, c'est beaucoup plus simple. L'idée, pour le dire plus rapidement, l'idée c'est d'appliquer ce qu'il a fait à Twitter, quoi. C'est-à-dire de licencier 80% et à toutes les entreprises avant Twitter. C'est vrai, de licencier autant de personnes et de faire fonctionner aussi bien. Mais quand tu vois Twitter a perdu beaucoup en valeur. Est-ce que ça a repris depuis ? C'est comment ? Non. Parce qu'on avait quand même vu que Twitter, ça a été racheté un certain montant et qu'aujourd'hui, c'est pas rentable comme achat. Et Twitter n'est pas en bourse aujourd'hui, donc les gens qui disent que ça a perdu énormément de valeur se basent sur des calculs un peu privés, donc c'est compliqué à dire. Maintenant, Twitter a certainement perdu de la valeur parce que les publicitaires sont partis, parce que le modèle économique semble d'aller dans un seul sens et de ne pas s'ouvrir à recruter des nouveaux utilisateurs. Donc oui, ça a pris un coup. Maintenant, c'est pas... Je pense pas que le but du rachat Twitter était de gagner de l'argent pour Elon Musk. Quand on voit son organe de presse, donc. Et quand on voit qu'à la fin, il a gagné avec Donald Trump, qu'il a réussi à faire ce qu'il voulait, qu'il a des gens lors de la victoire de Trump qui appelaient son nom et qui demandaient à ce qu'il vienne sur scène parce qu'ils voulaient voir Elon Musk. Racheter Twitter a fonctionné. Il a eu les pouvoirs qu'il voulait avoir et il pourrait le revendre aujourd'hui, que ça serait déjà une mission réussie. Mais il le revendra pas. C'est son jouet. D'ailleurs, c'est un peu inédit. Je me permets une petite parenthèse. C'est un peu inédit. C'est la première fois qu'un réseau social s'implique vraiment autant dans une élection américaine en plus, qui est la plus suivie de toutes. Et on sent que autant il y avait Facebook avec Cambridge Analytica, ça posait problème, autant là on a l'impression que rien ne va se passer. Il va se passer des choses. C'est la démocratie américaine est faite telle que même les puissants ont toujours des problèmes. Ça, on le voit, il y a eu les auditions de Zuckerberg, il y a pu avoir plein de grosses auditions. Et c'est impossible qu'Elon Musk s'en sorte. Il a déjà plusieurs plaintes à cause de la loterie qu'il avait mis en place pour payer des gens pour voter Donald Trump. Enfin, il va avoir des ennuis là-dessus et il va sans doute y avoir des commissions qui vont se former pour enquêter sur le lien qu'a eu Twitter avec la victoire de Donald Trump. Maintenant, je pense qu'il faut pas... C'est trop facile de résumer la victoire de Trump à juste il était soutenu par Twitter. C'est plus compliqué que ça. Le phénomène est plus large aux États-Unis. Évidemment. Mais Elon Musk a une responsabilité et risque à un moment de payer. Et même s'il aura une partie des républicains qui le protégeront, il sera redevable des choses qu'il a fait. Donc ça risque d'arriver. Et après, des fois, on peut se poser la question de pourquoi on en parle autant, etc. Et pourquoi on suit autant ça. En dehors de l'impact qu'il y a sur la tech au sens propre, là, de tous les aspects dont on a parlé, puis l'aspect du coup la rivalité entre les marques américaines et les marques chinoises qui va changer. On a vu à quel point, par exemple, quand Huawei s'était fait bannir, quand ils avaient été bannis vis-à-vis de Donald Trump aux États-Unis, ça avait des répercussions directes, même en Europe, puisque on a perdu aussi. Huawei a disparu. Plus ou moins disparu. Je suis sûr que Huawei serait pas d'accord avec ce que je suis en train de dire, mais les smartphones Huawei en tout cas ont perdu de leur superbe à ce moment-là. C'est moins international, c'est très chinois maintenant. Donc du coup déjà une des raisons pour lesquelles on s'intéresse à ça, c'est ça. Après c'est aussi les répercussions de la politique américaine sur la politique en Europe. On a vu des dirigeants européens, des responsables politiques
être plein d'admiration à la fois de la victoire de Donald Trump, mais aussi surtout de la nomination de Elon Musk à la direction de cette efficacité gouvernementale, en souhaitant qu'on applique la même chose en France, en Europe. Étonnant ça. Je crois qu'il y avait par exemple Valérie Pécresse ou d'autres qui ont dit que ce que fait Elon Musk, que propose Elon Musk, de licencier autant de personnes, de virer autant de personnes, et il faudrait qu'on ait le courage de faire ça en France. Donc c'est intéressant aussi, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis, parce que ça implique aussi, ça a une influence culturelle sur le reste, quoi. Et ça, si on aime les nouvelles technologies, ce qui va se passer dans les 4 ans à venir sera important et sera en partie drivé par les motivations de Donald Trump et maintenant d'Elon Musk, qui est un peu la surprise, parce que c'est vrai que ça arrivait soudainement. Oui, c'est ça. Je savais qu'Elon Musk était très conservateur et très réac sur certains sujets, mais de là à imaginer qu'il s'associerait à Donald Trump dans sa victoire et qu'après il ne le lâcherait pas et qu'il serait vraiment son bras droit, c'est un peu étonnant. Faut voir combien de temps ça tient. Moi, sincèrement, je ne serais même pas surpris que, avant même l'investiture de Trump, qui est le 20 janvier, les deux se disputent et que Musk ne prenne jamais l'agence Doge. Après, on verra. Peut-être qu'il le fera. Et dans tous les cas, on aura des choses à dire, je pense, sur ce qui va se passer aux États-Unis pendant les 4 années à venir. Eh ben, on va suivre ça. Merci, Nico. C'était intéressant. Avec plaisir. Franchement, alors là, j'en ai appris des choses.